là, tu parles des femmes et de la magie. C'est quoi ton avis justement sur les femmes dans la magie, leur place, dans le sens où elles sont peut-être pas assez représentées? C'est quoi ton avis là-dessus? Bah, moi, je pense que on dit souvent, oui, il n'y a pas de femmes dans la magie, etc. Pour moi, les femmes ont toujours été présentes dans l'univers magique. Simplement, elles ont été souvent occultées ou on a minoré leur rôle. On le sait aujourd'hui, hein, puisqu'on étudie de plus en plus l'Antiquité, la magie à l'Antiquité. On sait qu'il y avait des familles entières, par exemple, de ce qu'on appelait, hein, les sorcières à l'époque, qui se transmettaient des techniques de mère en fille. C'était des sortes, ça se transmettait, hein, verticalement. Donc on sait, on connaît aujourd'hui, par le biais des papyrus magiques, etc., on connaît l'existence de ces familles. Simplement, effectivement, très vite et dès l'Antiquité, c'est vraiment assez surprenant, on pose déjà le stéréotype de ce qui sera la sorcière plus tard, de la fin du Moyen-Âge, début Renaissance, ce qui donnera lieu aux chasses aux sorcières après, où on va stigmatiser le rôle de la femme, en fait. Et ce qui va avoir une influence considérable sur les pratiques magiques féminines, puisqu'on va considérer non seulement que les femmes ne doivent pas être créatives, parce que du coup, elles vont perdre leur statut de féminin, de féminité. Donc finalement, la créativité, le travail de l'esprit, le travail intellectuel va être un petit peu aux mains des hommes et ça va aller comme ça grandissant au fil des siècles. Et finalement, quand on étudie l'évolution du statut des femmes, eh bien, il y a beaucoup de parallèles avec l'évolution du nombre de magiciennes, des pratiques des magiciennes. Et c'est vrai, quand on voit au début du XXe siècle que la plupart des femmes sont cantonnées au rôle d'assistantes, de magiciens, de partenaires, etc. Mais en fait, c'était un rôle souvent fondamental. C'est-à-dire que c'était Bien souvent sûr. au sein de familles. Mais voilà, le statut, c'était la femme auxiliaire, alors qu'elle avait des fois un rôle fondamental. Donc, il y a aujourd'hui à réécrire la place des femmes, effectivement, dans l'histoire de la magie, en étudiant un rôle un petit peu plus conforme à la réalité, à la vérité, une histoire plus mixte, j'ai envie de dire, de la magie aujourd'hui. Donc pour moi, elles ont toujours existé. Simplement, il y a effectivement, elles ont dû faire face à un nombre incalculable d'obstacles. Et c'est vrai que, comme on le dit, hein, la pratique, alors parce que l'histoire de la magie est aussi liée à l'histoire de la médecine, par exemple. Et effectivement, petit à petit, que ce soit le pouvoir universitaire, alors les universités, les cercles intellectuels, sociétés savantes étaient exclus pour les femmes. Tout cela a eu un impact énorme sur l'approche, en fait, c'est-à-dire que les femmes n'avaient pas accès aux accessoires. Donc un retard colossal, en fait, de découverte, d'apprentissage, qui n'a pu se combler que très, très progressivement. Les choses évoluent qu'à la fin du 19e siècle, il faut dire. Les professions s'ouvrent un petit peu pour les femmes. On commence à voir effectivement la pratique en amateur de la magie. Mais ça va être très très lent et c'est un rattrapage de plusieurs siècles de pratique. Mais encore une fois, elles ont toujours été là. Elles ont toujours été là. Et aujourd'hui, c'est passionnant de voir que les femmes sont présentes dans toutes les catégories de la magie, j'ai envie de dire, toutes les formes esthétiques de la magie. Il faut, c'est très important de mieux les connaître, de mieux les mettre en valeur, aussi parce que ça leur donne confiance. Mais tu parles de remettre la lumière, entre guillemets, sur ce patrimoine, etc. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont à l'œuvre? Je sais qu'il y a Magical Woman, par exemple. Oui, alors c'est vrai qu'il faut le dire, hein, les Américains ont toujours été un petit peu novateurs de ce point de vue-là, hein, sur les droits des femmes, hein. Les premières révolutions féministes nous viennent des États-Unis. Donc il y a beaucoup de parallèles à faire. Et c'est vrai que c'est dans les années 70 qu'on voit s'ouvrir un petit peu la profession de magicienne, qu'on voit des femmes aux États-Unis. Je pense à des gens comme Lisa Mena, Diana Zimmerman, qui sont des femmes engagées à l'époque, qui deviennent même conseillères, conceptrices d'effets de magie, conférencières. Et c'est ça, moi, que je trouve très intéressant, c'est cette approche plurielle de la magie.
Et je trouve qu'il est finalement assez... On dit souvent qu'une femme est capable de faire plusieurs choses à la fois. Et je trouve que ça s'intègre bien dans cette pratique magique. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est justement de voir des profils de magiciennes qui font ces croisements entre les disciplines artistiques autour de la magie. Et ça, je trouve ça d'une grande richesse d'expressivité. Ouais. Et est-ce que tu as des artistes magiciennes actuelles que tu admires ou en tout cas que tu apprécies? Est-ce que tu as des noms en tête? Bah, oui, il y a encore une fois, moi, ce que j'ai constaté au fil des années, c'est que, par exemple, on me disait parfois, ah, mais oui, mais j'aimerais bien engager des femmes magiciennes, mais on ne les connaît pas. Où est-ce qu'on les trouve? Où est-ce que... Donc, il y a un déficit de communication, ça Et c'est alors, où est-ce certain. qu'on les trouve? Alors, où est-ce qu'on les trouve? Alors, il faut quand même saluer des initiatives. Hein. Par exemple, depuis quelques années, dans la revue de la Fédération, il y a une rubrique Les femmes en magie. Ça, chaque numéro, on découvre des nouvelles magiciennes, mais que la plupart ne connaissaient pas. Parce que ça, c'est un problème aussi, c'est que les femmes sont souvent moins sûres d'elles, se mettent moins en avant sur les réseaux sociaux, c'est moins naturel. C'est une question, voilà, on l'a vu, hein, c'est lié à l'histoire. Donc il y a effectivement des choses à mettre en place, un réseau de solidarité, de plateformes professionnelles, tout simplement, hein, c'est-à-dire comme des répertoires hein, de magiciennes. Donc, alors on a commencé depuis le début de l'année à faire quelques réunions, à se réunir entre magiciennes, notamment françaises, mais sous l'impulsion effectivement de The Magical Woman, hein, qui a lancé le mouvement autour de Connie Boyd. Ça, je trouve ça extraordinaire parce que alors la puissance aussi qu'il y a aux États-Unis, hein, c'est que c'est relayé par des magazines très très célèbres. Je pense à Vanish, et du coup, il y a une puissance de frappe qui est propre aux Qu'on n'a pas Américains, ici. qu'on n'a pas ici, mais c'est important de s'en inspirer, je trouve, et puis de créer des connexions internationales. Hein. La pire des choses, c'est de rester Cantonné dans son cloisonné. truc. Voilà. La magie est internationale, elle dépasse les frontières. Et ça, je trouve que plus que les autres disciplines artistiques, c'est toujours ce que j'ai essayé de penser, c'est que la magie, elle sort automatiquement des frontières. Bah, disons que c'est un art visuel, donc a priori, il n'y a même pas la frontière de la langue, forcément. Quelle que soit ta culture. Ou Voilà, il n'y a pas besoin de langage, de connaissances particulières. Je veux dire que, à part peut-être effectivement dans le domaine de l'humour, Oui. où l'humour magique est peut-être compris différemment suivant certains pays, mais sinon, c'est un langage universel. Oui. C'est ça, sa force. Je suis bien d'accord. Et tu parles de femmes magiciennes, je suis obligé d'en parler, mais avec Pierre Taillefer, on a écrit Benita Anguinay, un livre sur Benita Anguinay qui retrace toute sa vie. C'était donc une grande magicienne du 19e siècle qui a eu son propre théâtre de magie au Pré-Catelan. Est-ce qu'il y a des moments de sa vie qui t'ont marqué, inspiré, voire les deux, voire pas du tout? Est-ce qu'il y a des... Alors déjà, c'était une initiative vraiment extraordinaire. C'est un beau livre que vous avez fait. Très très peu de livres sur des magiciennes au 19e siècle. On sait qu'elle a rencontré Robert Houdin, effectivement, à diverses reprises. Ce qui est absolument phénoménal pour l'époque, c'est qu'on est au milieu du 19e siècle, c'est 40 ans de carrière hein, à peu près. Elle a eu un parcours incroyable, oui. Une carrière européenne. Et ce qui m'a effectivement étonnée, et ce que je trouve, ce qui est assez particulier dans l'univers magique, comment on fait pour durer dans le milieu de la magie? C'est très difficile de se renouveler. Même dans le milieu artistique, finalement. Dans le milieu artistique tout court. Elle a su s'adapter au marché. Elle a dû s'adapter, par exemple, quand elle a traversé effectivement les Pyrénées pour faire sa carrière en Espagne, au Portugal, surtout en Espagne. Elle s'est adaptée, effectivement. Tout le monde la connaissait en France. Elle avait épuisé le marché, entre guillemets. Elle a eu l'intelligence de partir pour recommencer une carrière. Quel courage pour une femme à l'époque. Je pense qu'elle a dû être assez résiliente. Donc, alors, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on aimerait tellement se mettre dans sa tête, dans sa sensibilité de femme, pour savoir ce qu'elle a pu ressentir parfois. Ça n'a pas dû toujours être très simple.
Non, je pense pas. Quand il fallait effectivement... On sait qu'au 19e siècle, on a quelques témoignages, effectivement, la difficulté du métier où les magiciens de l'époque devaient tout faire seuls. Les régisseurs techniques, ça n'existait pas comme aujourd'hui. Elle était entourée juste de sa famille, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas... Oui, c'était... Le magicien devait faire sa propre communication, réserver les salles de spectacle, envoyer les bagages à l'hôtel au préalable, etc. Tout ça, une logistique phénoménale. Alors, pour une femme, c'était pas encore au 19e siècle, il y avait quand même le siècle corseté par excellence, où effectivement, on pensait encore que les femmes étaient plus utiles à la maison, à s'occuper du foyer. Donc, elle a choisi, et pour moi, c'est une référence, effectivement. Aujourd'hui, c'est une référence pour les femmes magiciennes. Et puis, il faut... C'est les tenues et la poésie et l'élégance de l'époque. Merci pour ces mots. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à ajouter. Souvent, je termine l'interview en demandant si tu as un livre préféré, un livre qui peut être magique, mais qui peut ne pas être magique aussi. Est-ce que tu as un livre à recommander aux personnes qui nous écoutent ou pas spécialement? Alors, non, j'inciterai... alors, pour moi, j'incite surtout à la curiosité. J'incite tous les magiciens, tous ceux qui aiment la magie, à aller voir des films, à lire des livres, à aller puiser chez les grands écrivains. J'ai lu récemment, j'ai découvert un livre de Romain Gary. Bon, c'est un de mes écrivains préférés, mais je trouve que c'est un grand amoureux de la magie et très certainement qu'il devait connaître les techniques magiques. Quand on lit, il y a énormément de références et je trouve qu'on puise énormément d'idées aussi dans ces chefs-d'œuvre de la littérature. Il ne faut pas se cantonner à la littérature technique. C'est important si on veut croiser les fils et surtout trouver des thèmes d'inspiration. Parce que la narration en magie, pour moi, c'est ce qui reste à explorer le plus. Et pour moi, c'est l'avenir de la magie. Comment tu le vois, du coup, l'avenir de la magie? Tu dis la narration, donc tu verrais plus des spectacles, enfin des numéros en tout cas, qui ne sont pas basés sur la technique, mais plus basés sur la technique, elle sera toujours là. La mise en scène. Mais pour moi, la technique, elle doit être oubliée. Plus elle est parfaite, plus on l'oublie. Mais après, c'est tout ce qu'il y a autour. Et finalement, on vous présente 10 numéros de magie les uns derrière les autres. Le seul qu'on va retenir, c'est celui qui vous déclenche une émotion particulière, qui vous atteint au plus profond. Celui-ci, vous ne l'oubliez jamais. Et pour moi, c'est effectivement l'axe de travail qui reste le plus passionnant. Mais, le plus dur aussi. Le plus dur. Est-ce que tu aurais par hasard un numéro en tête comme ça, qui peut être magique ou pas, qui t'a profondément marqué? Un spectacle, un numéro Oui, bien sûr, mais des spectacles extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup le travail de la compagnie 14-20, par exemple, évidemment, qui est une référence en magie nouvelle, mais des artistes comme Jérôme Murat, dont j'adore l'univers, Xavier Mortimer, évidemment. Donc, j'aime bien tout ce rapport, effectivement, ce lien. J'aime beaucoup le travail sur la lumière en magie, parce que je trouve que c'est vraiment... très adapté à la magie, le travail aussi sur l'image. Donc, c'est vraiment des médiums. Et je trouve que plus, effectivement, on va aller, nous, exporter cette histoire de la magie auprès de tous ces spécialistes-là, plus ils vont l'incorporer aussi dans leur spectacle. Et après, on aura, nous, encore plus de légitimité, finalement. Donc, voilà, j'inciterai... vraiment à la curiosité, tous azimuts. Et puis, des fois, on fait des découvertes parce qu'il ne faut pas faire de plans à l'avance, mais un petit peu, pas trop. Voilà, des rencontres, bref, on trouve souvent en fait la magie là où on ne l'attend pas.